Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un point lecture dans lequel je vais vous présenter les 5 derniers livres que j'ai lus et vous verrez ce sont tous des livres très différents. Je commence tout de suite avec le 3e tome de Phobos de Victor Dixon publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je vais pas m'attarder sur le résumé de la saga Phobos puisque je pense que vous connaissez tous plus ou moins puisqu'il est omniprésent sur la blogosphère et la booktubosphère. On va suivre 12 jeunes personnes qui sont envoyées pour coloniser Mars. Durant le trajet, ils vont faire des séances de speed dating pour trouver l'âme sœur. Et une fois arrivés sur Mars, ils vont entretenir la base, etc. La préparer pour accueillir les colons suivants, etc. etc. Même si, vous vous en doutez bien, ça va pas être aussi simple que cela. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes de Phobos. En fait, c'est typiquement le genre de livre divertissement. J'en attends pas forcément énormément, juste d'être happée dans ma lecture, de la dévorer, de prendre mon pied. Histoire de pas forcément voir les petits défauts parce que je suis tellement happée dans ma lecture et j'ai tellement envie de m'y éclater sans trop me prendre la tête. Voilà, c'est ce que j'aime avec les 2 premiers tomes. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé ça dans le 3e tome et vu que c'est vraiment ce que j'y cherchais, eh bien je ressors franchement déçue de ma lecture. En fait, je me suis profondément ennuyée durant les 300 premières pages où on avait tout le temps les mêmes questions, tout le temps les mêmes thématiques, des débats et des débats pour trouver une réponse à ces questions et ça avançait pas, ça pédalait dans la semoule et moi je lisais, je m'ennuyais, comme je m'ennuyais il y avait ces fameux petits défauts qui me sautaient à la figure alors que je ne les voyais pas d'habitude. J'ai eu une lueur d'espoir page 300 jusqu'à la page 350, c'était une brève lueur d'espoir et finalement passé la page 350 je suis tombée dans quelque chose de totalement différent mais qui me branchait je pense encore moins que ce début ennuyant. En fait j'ai trouvé dans la dernière partie de ce livre, enfin dans la 2e partie de ce livre, que l'auteur partait un peu dans un délire total. C'est vrai que Victor Dixon, il aime bien faire du sensationnel, il vous pond des trucs, vous y attendez pas et généralement c'est super cool. Sauf que là j'ai trouvé qu'il partait vraiment super loin et que c'était du sensationnel mais juste pour faire du sensationnel et ça j'aime pas trop, enfin j'ai l'impression de me faire un petit peu manipuler et ben c'est pas super agréable. Et puis au-delà de ça je trouvais que c'était juste pas vraisemblable, enfin je demande pas au bouquin d'être super vraisemblable, ils partent sur Mars mais il y a quand même des limites, voilà. Et ce qui m'a peut-être encore plus dérangée, c'est l'absence cruelle de subtilité, puisqu'en fait on sent que l'auteur veut actualiser son texte, ce qui en soi est plutôt cool, hein, puisque bon, du coup on va moins être dans le côté spatial, conquête spatiale, pour arriver plus dans quelque chose de politique, et il va essayer de montrer que dès qu'on a 1 ou 2 attentats, il y a tout de suite ce climat de méfiance, de peur. On va accepter qu'une personne ait de plus en plus de pouvoir si c'est pour nous garantir la sécurité. Alors ok, pourquoi pas. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur prenait ses lecteurs pour des abrutis, qui le soulignait, surlignait, encadrait tout ce que vous voulez, c'est le message qu'il voulait faire passer. Et ça, en fait, ça m'a juste énervée et j'avais l'impression que qu'il prenait voilà, ses lecteurs pour des personnes pas assez intelligentes pour comprendre son message. Et je supporte pas ça, surtout dans des livres qui sont adressés un peu à un public jeune. Je pense que c'est bien quand même de leur faire confiance et là c'était pas bien compliqué de faire le lien. Donc ça m'a un peu, voilà, ça m'a un petit peu énervée. Donc je tenterai sûrement le tome 4 parce que si j'ai bien compris il y a un tome 4, enfin il y a pas mal de questions sans réponse à la fin donc j'imagine, mais si c'est un petit peu la même chose que pour ce tome 3, je pense que même si j'aime bien la saga pour son côté conquête spatiale, je m'arrêterai là. Je vous parle ensuite de Nimona de Noelle Stevenson publié aux éditions d'Argo et pour le coup j'ai beaucoup plus aimé. Donc dans Nimona on va suivre Nimona, c'est encore une surprise, qui est la jeune fille que l'on voit ici. C'est une fille monstre qui a un fort penchant pour le chaos, la guerre, la bagarre et tout ce genre de trucs. Du coup elle va essayer de s'allier en devenant assistante de Lord Ballister que vous voyez ici, qui est un petit peu le grand méchant de l'intrigue et à eux deux ils vont essayer de montrer que l'Institut, qui est un petit peu le centre où sont formés les super-héros, où sont employés les super-héros, n'est pas aussi clean et transparent qu'ils le laissent paraître. Ils vont mener un petit peu leur enquête. C'est un livre que j'ai adoré, déjà j'adore ce côté super-héros, un peu école de super-héros, et le fait d'être plongé chez les méchants c'est encore plus cool. Ça m'a fait un petit peu penser dans l'idée à Flex Quill de je ne sais plus qui, je vous mettrai des informations ici, où il y a aussi ce côté école de super-héros et je sais pas, j'adore trouver ça dans des romans graphiques et dans les bandes dessinées. Je trouve que les histoires sont toujours hyper dynamiques et là ça a été le cas aussi et ça vous emporte à peu près partout, ça part dans tous les sens et c'est juste ultra kiffant.
Au-delà de ça, ce que j'aime énormément dans Nimona, c'est ses personnages. Nimona en tête, c'est une fille absolument trop cool. Elle a les cheveux violets, elle a les cheveux roses, elle devient monstre, elle est hyper badass. Au-delà de ça, c'est une fille un peu lambda qui a des sautes d'humeur de dingue, qui déteste perdre au Monopoly. Pareil pour Lord Ballister qui est un personnage que j'ai adoré, et alors les interactions entre les deux, j'ai trouvé ça génial parce que quand deux super méchants se retrouvent un petit peu tout seuls chez eux sur le canapé à se demander ce qu'ils vont faire de leur soirée, forcément les relations, les moments qui en ressortent sont juste hyper délicieux, hyper cocasses, et voilà, c'est hyper top. C'est une bande dessinée que je vous conseille. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble à l'intérieur. Je vais vous montrer le début pour pas vous spoiler. Voilà. C'est super coloré, c'est plein de peps, de dynamisme. C'est voilà, c'est juste trop top. Et j'espère que vous serez beaucoup à vouloir tenter Nimona, que j'ai pas vu beaucoup sur la booktubosphère française. J'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes anglophones au moment de sa sortie. Mais là, en France, j'en ai assez peu entendu parler. Je vous parle maintenant de Nous les passeurs de Marie Barrault, publié aux éditions Robert Laffont. Je vais essayer, je dis bien essayer, de vous faire un résumé à peu près cohérent parce que j'ai beaucoup de mal à résumer ce bouquin. Donc je vais faire mon possible, mais je garantis rien. Donc dans ce livre, en fait, l'auteur va nous parler de sa propre famille. Elle va décider de mener un petit peu son enquête pour dissiper toutes les brumes qui entourent son grand-père, Albert Barrault, qui était médecin et résistant, et qui a été arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale. Arrivé dans le camp de concentration, il occupe la place de médecin, donc c'est une place un petit peu privilégiée, et durant tout le temps qu'il passe là-bas, il va vraiment essayer de faire le maximum, il va toujours vouloir sauver les autres. Il va refuser de s'enfuir pour rester avec ses malades, et c'est en fait ça qui va le conduire à ne pas rentrer de ce camp. Et son absence et le fait qu'il ait entre guillemets préféré sauver les autres plutôt que rentrer et être là pour sa famille et notamment pour ses deux enfants, ça va être très mal vécu par le père de Marie. Et donc dans la famille, en fait, personne ne parle d'Albert, qui est pourtant considéré vraiment comme un héros par toutes les personnes qui ont pu le rencontrer, dont certaines rues portent son nom, mais Marie ne connaît vraiment pas l'histoire de son grand-père. Donc voilà pour le résumé. Je sais pas s'il est hyper top, enfin j'ai l'impression que dit comme ça, ça a pas l'air super cool, mais c'est un livre qui est juste vibrant d'émotions. Je sens que ça va être assez difficile de vous en parler, comme bien souvent lorsque je vis plus une lecture que je ne la lis, parce que c'est dur de mettre des mots sur des émotions pour essayer de caractériser toute l'immensité des trucs que j'ai vécu en lisant un livre avec juste quelques mots. Je suis jamais satisfaite de ce que j'en dis, donc j'espère vraiment vous montrer à quel point ce texte est magnifique et qui vaut la peine d'être lu en fait. C'est un livre qui déborde d'amour en fait, parce que Marie fait certes cette démarche pour elle, mais elle le fait aussi pour son père, qui a toujours eu l'impression d'avoir été justement abandonné par son propre père, et elle va, en cherchant la vérité en fait qu'il y a derrière, elle va réussir à mettre des mots dans ce livre, à le faire lire à son père à elle. Et il y a une lettre à la fin du livre où le père de Marie lui dit à quel point le manuscrit qu'il vient de terminer lui a enfin fait prendre conscience de plein de choses, et là c'est tellement émouvant d'avoir cette lettre glissée à la fin du livre. C'était juste c'était l'apothéose des émotions, je crois, qui montrait vraiment tout l'amour présent dans ce livre aussi. C'est un livre qui n'est pas construit selon un schéma linéaire, on suit plutôt des émotions. C'est voilà, il n'y a pas besoin d'une chronologie vraiment réelle. On sent que l'auteur avait presque ce besoin un petit peu viscéral de mettre ce moment, puis ce moment et celui-ci ensuite, parce qu'elle avait besoin de l'écrire comme ça, et ça rend son texte super authentique, et ça nous permet aussi à nous lecteurs de vraiment vivre son récit. Donc voilà, encore une fois, j'ai l'impression que ce que je viens de vous en dire n'est pas super cohérent, mais je vous conseille vraiment très fortement ce livre. Je vous parle maintenant d'un livre que je viens tout juste de terminer, et il s'agit de Long John Silver de Björn Larsen, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors dans ce livre, on va suivre John Silver, qui est un pirate qu'on aperçoit dans l'île au trésor, et qui est dépeint par le héros de l'île au trésor comme quelqu'un de plutôt inquiétant, pas forcément très fréquentable. Bref, c'est un portrait que John Silver n'a pas trop aimé, et il va donc décider de rétablir la vérité dans ce livre en nous livrant
toute sa vie. Alors, je n'ai pas lu L'île au trésor et je pense que ça m'a un petit peu handicapée par certains moments dans ma lecture, puisque il y a quand même pas mal de références et enfin c'est même pas que je n'ai pas lu L'île au trésor, c'est que je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans L'île au trésor. Donc des fois c'était un peu difficile et ça a fait qu'il y a eu des moments où c'était un peu, enfin ça traînait un peu en longueur parce que je comprenais pas trop où j'en étais. Bon, il y a d'autres moments où c'est un peu long aussi parce que sur toute une vie forcément on n'est pas toujours intéressé par tous les aspects de la vie d'un homme, mais ça reste une bonne lecture avec d'autres moments qui sont hyper exaltants, palpitants et tout ce que vous voulez qui finit en temps. On découvre un personnage qui est un pirate, qui n'est donc pas forcément quelqu'un d'hyper recommandable, mais on s'y attache parce qu'on découvre un homme plein d'intelligence, plein d'authenticité, plein de verve. Tout ce qu'il fait, il le fait pour lui, enfin il est toujours intéressé, même si certaines de ses actions du coup sont de bonnes actions, mais il y a cet intérêt personnel derrière et j'ai trouvé ça vachement cool en fait d'avoir ce genre de personnage. Ça m'a un petit peu fait penser, je sais pas pourquoi, enfin à Locke Lamora dans Les Salauds Gentilshommes. C'est un peu le même genre de personnage qui est pas parfait mais qu'on adore suivre et ça c'était vraiment la même chose. Ce livre en tout cas m'a aussi permis d'apprendre pas mal de choses sur les pirates et m'a donné très envie de lire L'île au trésor qui est sur le top de ma wishlist actuellement. Et pour finir, je vous parle d'un tout petit album, il s'agit d'Une maison à hanter de Morgane Decadier et Florian Piget, publié aux éditions Baliverne. Après avoir adoré Tout là-haut, j'ai adoré Une maison à hanter. Dans ce livre, on va suivre un petit fantôme qui vient d'avoir 1000 ans et il est donc grand temps pour lui de trouver sa propre maison à hanter. Sauf que ça ne va pas être aussi facile que ça et le long de son périple, il va notamment rencontrer Nathan et se faire un ami et on va découvrir que l'amitié c'est quand même une sacrée chose. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé avec de très jolis thèmes, le fait de grandir, de devoir trouver ses propres marques, voir ce que l'amitié peut vous apporter également dans la vie. C'est très joli, c'est destiné forcément aux plus petits et c'est magnifiquement illustré. Encore une fois, juste sous le charme des illustrations, je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais vous montrer ma préférée, qui est celle-ci. J'adore les couleurs. Puis ça fait écho aux pirates d'avant, c'est un petit peu le même, enfin voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Je vais pas trop vous en montrer, sinon je vais vous montrer la moitié du livre. Il y a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. J'aime bien les effets de transparence qu'on a dans les dessins. Donc voilà, encore une fois, ça a été un très joli moment de lecture. Je vous le conseille. Donc voilà pour les 5 derniers livres que j'ai lus. N'hésitez pas à me dire si certains vous tentent, si vous en avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.